Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Mel... Non, Toi, c'est Hélène, moi, c'est Mélanie. Tableau. Eh, bah. Ça commence bien. On est aussi en compagnie de Pierrot. Dis bonjour, Pierrot. Oui, OK. Dis bonjour. Hey, Hélène, tu veux-tu être capable de raconter je aujourd'hui? sais pas. Oui, là là. Ah, ma vie est un chaos. Notre podcast, en général, c'est un chaos. Oui, on se rappelle la dernière fois, on avait oublié d'enregistrer. Oui. On n'a pas oublié, ça a juste pas marché. Mais on s'en est pas rendu compte avant que j'aie lu Vraiment. genre 45 minutes d'épisode. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, là, regarde, on voit sur l'ordinateur, les micros enregistrent. Oui. Mais Bon. Pierrot est réveillé. Ça va Mais être Pierrot est réveillé. un peu chaotique. C'est moi qui le gère. Ouais. Hein, Pierrot? Ouais. Oui, il est d'accord. T'as-tu un petit potin pour nous? Oui, j'ai une nouvelle de Saint-Jérôme, ça faisait longtemps. Oh! Fait que, il y en a une qui m'a fait rire l'autre jour, de Joël, qui dit « By the way, à Saint-Jérôme, il y a une madame qui prend le train avec un chariot à bébé double, mais elle met des cages pour animaux au lieu des bancs de bébés. Et dans les cages d'animaux, je m'attendais à voir un chien, Ouais. un chat, Ouais. un lapin. Non, 2 gros crises de rats. Hein? Elle en sort un sur son épaule. Des rats pas cute, là, sont gros, là. Des gros Christophe. Bref, on aime ça, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, colique. À vous! Oh my God. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Oui. Saint-Jérôme. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jérôme? Reste pas à Saint-Jérôme. Les animaux de compagnie, c'est des gros crises de rats. Voilà ce qui se passe à Saint-Jérôme. Ça n'a pas de bon sens. J'aime vraiment ça qu'on soit rendu une référence. Que les gens, à chaque Oui. fois qu'ils voient quelque chose de Saint-Jérôme, ils l'envoient. Ouais. Il y a genre des vox pop, des fois, dans des bars. Je pense qu'il y en a eu 2 récemment, que tu sais, ils posent des questions aux gens un peu tipsy dans les bars. Ouais. Il y avait une des questions, c'était genre... c'est quoi la pire ville où habiter au Québec? Puis il y avait tellement de gens qui répondaient Saint-Jérôme. C'était genre sans hésitation. Pire ville, Saint-Jérôme. Direct. Ah, c'est... Il y a du positif aussi, on a déjà lu Ben du oui, positif. ben oui. Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui, Hélène? OK. Je te raconte l'attentat de la gare centrale de Montréal. Je connais pas. C'était exactement ma réaction quand j'en ai entendu parler à la radio un matin, il y a pas longtemps. Puis j'étais comme, hein? Genre, c'est récent? Non, c'est vieux, mais genre, ça m'étonne que j'en avais jamais entendu parler. Fait que je suis comme allée rechercher plus. J'étais comme, mais je veux en savoir plus. Oui. Dis-moi plus. Parce qu'en fait, c'est ça, c'était les 40 ans de ça. Genre en septembre, le 3 septembre. Fait qu'il y avait comme un article là-dessus, genre dans la presse. Puis là, j'étais comme, hein? Puis là, je voulais en savoir plus. Fait que j'ai comme... OK. J'étais allée fouiller. Je suis très intriguée. Alors, mes sources, beaucoup d'articles de la presse, de Radio-Canada. Je suis allée fouiller dans la BANQ pour les plus vieux articles parce que ça date. Alors, je t'amène à Montréal le 3 septembre 1984. OK, ça va beau. Ouais, ça fait un bout. Il est 10h20 et Claude Beaulieu est à la gare centrale de Montréal en attente de son train pour Ottawa. Il s'en va à Ottawa parce qu'il y a une entrevue pour une job. Il se trouve très près de l'entrée des quais 19 et 20. La file d'attente est d'environ 150 personnes. Puis dans le fond, c'est la file d'attente pour le train d'Ottawa qui était déjà là. À la table, à côté de Claude, se trouvent des jeunes Français originaires de Leuville-sur-Orge, petite ville au sud de Paris. J'ai regardé c'était où. Il s'agit d'Éric Nicolas, 24 ans, Michel Dubois, 24 ans, Florence Leblond, 22 ans et Joël Marie, 24 ans. C'était des amis d'enfance qui avaient l'habitude de parcourir le monde pendant leurs vacances. Et cette année-là, ils avaient choisi le Canada. OK. Malheureusement pour eux. Ouais. Et juste à côté se trouve Isabelle Schutz, qui est aussi française. Puis quand elle entend les 4 amis
rire puis parler français. Là, elle reconnaît leur accent. Mhm. Fait que là, comme elle s'approche d'eux parce qu'elle veut leur demander s'ils ont de la monnaie canadienne. OK. Mais avant qu'elle puisse arriver à leur table, tout bascule. Hein? Parce qu'à ce moment-là, une bombe explose. Isabelle est projetée violemment en arrière et se retrouve au sol sous toutes sortes de débris et ses vêtements sont en feu. My God. L'explosion déclenche une pluie de métal qui s'abat sur la foule. Des vitres volent en éclats à un rayon de 30 mètres. Des tuiles tombent du plafond. Les gens sont projetés partout. Il y a plusieurs personnes en feu. Il y a une Hein? dame qui avait un bébé dans les bras. Puis l'explosion a fait comme revoler le bébé. Fait que Hein? il y a comme cette femme-là qui cherche son bébé comme Oh my God. dans l'explosion, dans les flammes. Le porteur, Marcel Gaudreau, qui travaillait pour Via Rail, il est témoin de la scène. Il voit un homme à qui l'explosion a arraché la moitié du visage. Puis un autre homme avec une jambe sectionnée. OK. C'est la panique. On essaie d'évacuer les blessés. Isabelle, qui s'approchait des Français, elle s'en sort en vie avec plusieurs fractures, par exemple, et de nombreuses autres blessures. La femme qui cherchait son enfant le retrouve. Les deux sont sains et saufs. Ben, OK. peut-être quelques blessures, mais en tout cas, c'est Mineur. mineur. Claude Beaulieu, qui lui se trouvait à côté de la table de français, qui se trouvait en fait à 10 pieds de la source de l'explosion. Il reprend conscience alors qu'une femme est en train de le sortir du feu puis l'amener vers la sortie. Pour Wow. Enfin, lui a survécu. Pour ce qui est des 4 amis français, Joël Marie, lui, est gravement blessé, mais il survit. Par contre, ses 3 amis, Oh. Michel, Éric et Florence, n'ont pas la même chance et meurent dans l'explosion, sur le coup. En fait, c'est les corps des Français, des 3 amis français qui ont sauvé la vie de Claude Beaulieu parce que, comme, il y a des gros blocs de ciment qu'ils ont frappés, mais dans le fond, les corps des Français ont comme servi de bouclier à Claude, dans le fond. C'est horrible. Fait que, il est comme, je suis en vie parce que ces gens-là Mes 3 étaient amis là. sont morts. Ouais. C'est horrible. Wow. Ouais. Fait que voilà, ça c'était le moment de... OK. Après ça, ça va être un peu moins rough. Bon, dans tout ce désordre, heureusement, une bonne chose, c'est que les secours arrivent vraiment rapidement. Fait que la déflagration, elle a eu lieu à 10h... Ben, 10h22. Déflagration. Ouais, la déflagration, l'explosion. Déflagration. Ouais. J'avais jamais entendu ce mot-là. Hey, j'ai écrit ça, j'espère que ça veut dire ça pour vrai. Déflagration. Attends. J'ai comme un doute parce que quand on dit un mot, après ça, on n'est plus sûr que c'est ce que Ouais. c'est. Ben non, mais si... Hélène, elle connaît plus de mots que moi. J'ai comme pas eu souvent raison ces temps-ci, fait que... Oui, OK. Explosion. Une terrible, violente déflagration. OK. OK. Déflagration. Phew. On apprend. J'ai pas écrit n'importe quoi. Dites-moi, s'il vous plaît, que je suis pas toute seule puis qu'on vient d'apprendre quelque chose. Donc, lui, à 10h22, mais en fait, dans 10h22 dans les articles de la BNQ qui datent de 84, mais à 10h17 selon les articles récents pour les 40 ans. Fait que je suis comme... OK. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai, en tout cas. Entre 10h17 et 10h22. À 10h24, les policiers contactent Urgence Santé pour envoyer des ambulances. À 10h27, la première ambulance est sur place. Puis à 10h30, le premier médecin est sur place. Fait que, Ça va vite. en moins de 10 minutes, il y a un médecin qui est là. Puis Mais ils sont en plein centre-ville aussi. Oui, c'est ça, aide. ça aide. Là. Et donc, le constat final, il y a 3 morts et 49 blessés. OK. Ah, je pensais qu'il y aurait eu plus de morts. Ah non. Ça tombe Heureusement. juste mal que ce soit juste... C'était comme Ouais. les Français qui étaient vraiment juste à côté de l'explosion. 1h20 plus tard, pendant qu'on ramasse les décombres, il y a un appel qui est placé disant qu'une deuxième bombe allait exploser dans quelques minutes. Est-ce que c'est un canular? On prend pas de chance. On sort tout le monde, on évacue. Finalement, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre bombe. OK. Ce qu'on sait de la bombe, c'est qu'elle se trouvait dans le casier à bagages numéro 132, tout proche de la billetterie. Aujourd'hui, c'est un McDo qui est dans ce coin-là. OK. C'est comme plus du tout le même setup. La bombe elle aurait été fabriquée avec un tuyau et de la poudre explosive. Il y avait l'équivalent de 10 livres de dynamite. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Ben, 10 livres quand même, là. Quand même. Mais ça me semble beaucoup. Ouais.
Ils savent pas trop comment la bombe elle a été déclenchée, mais ils ont trouvé qu'il y a de la gasoline qui aurait été utilisée comme accélérant et ils ont aussi trouvé de la nitroglycérine. Selon les experts, c'est pas une bombe très sophistiquée. OK. C'est quand même basic. Mais pour l'eau, un casier, il faut que tu donnes Un pièce dépôt, d'identité, genre? Je pense que c'était juste genre 2 piastres, je sais pas. Ah, OK, tu mets directement, Ouais, genre? ça Ah. doit être ça. Fait que j'ai trouvé Self-service. dans un des vieux articles, il y a comme un plan de Ah, tu de l'as? la gare. Fait que tu sais, t'as comme au milieu, t'as les quais d'embarquement, genre. Ouais. Puis là, en haut, t'as comme l'explosion qui était à côté de la billetterie. OK. OK, c'est Mm. vraiment un plan de l'explosion. Ouais, c'était comme dans l'article, dans le vieil article de Journal de la Presse, il y avait un plan. Je trouvais ça intéressant. C'est intéressant. Je confirme. On le mettrait sur les réseaux sociaux. Mhm. Alors, je te parle du suspect. Mhm. Quelques jours avant l'attaque, il y a quelqu'un qui avait remis une lettre au comptoir d'information de Via Rail. Et la lettre était destinée au directeur de Amtrak, qui est une compagnie ferroviaire américaine. La lettre était difficilement compréhensible. Elle avertissait que la fin du règne impie des papes aurait lieu dans le bâtiment à 9h30 le 3 septembre. Et en fait, c'est ça, ce qui était important à savoir, c'est que le 3 septembre, c'était une semaine avant l'arrivée du pape à Montréal. Oh! Parce que le pape Jean-Paul II, il est venu en 1984 visiter le Québec. OK. Donc, c'était une semaine avant la venue du pape. Il est-tu venu? Il est-tu pas venu à cause de ça, mettons? Apparemment que ça l'a posé des questions sur Ben sa oui. venue, là, sur sa sécurité et tout, mais oui, Il est venu pareil? Il est venu pareil. OK. Ouais. Et il y a d'autres lettres semblables qui avaient été envoyées à des journalistes. Et dans les lettres, l'auteur mentionnait son nom, sa date de naissance et sa ville d'origine, sous forme de code difficilement compréhensible. Okay, j'ai trouvé une photo que je vais te montrer de la lettre. Je montre la lettre à Mel. Hein? What? OK. C'est vraiment genre, on dirait Ouais. une lettre cliché là, de genre de tueur en série là, dans un film là, que c'est comme un peu écrit. Mais c'est pas écrit Mais c'est pas du collage. Non, c'est pas du collage, mais c'est comme plein de mots. C'est confus, Ouais. c'est pas clair là. C'est comme des mots un peu partout. C'est genre kill the Pope. Cosmic, Amtrak, Central Gare. C'est en anglais. Ouais. Comme Ten Commandments. Ouais. OK. C'est chaotique. très chaotique. Oui. Pierrot aussi trouve. La semaine précédente, Via Rail avait reçu un appel disant qu'il y aurait un attentat entre le 1er et le 8 septembre. Il y a une enquête qui avait été ouverte, mais la compagnie a dit qu'ils recevaient ce genre d'appel-là comme 3 fois par mois en moyenne. J'avoue Le monde est con. Ouais, le monde est vraiment con. Et donc, le jour même de l'explosion, la police a fait rapidement un portrait robot d'un homme louche qui a été vu par plusieurs qui rôdait juste autour avant l'explosion. OK. Vers 19h, le jour même, il y a Catherine Léger, une journaliste pour la presse canadienne anglophone, qui se trouvait à l'extérieur de la gare le soir pour ramasser des informations. Tous les autres journalistes avaient quitté les lieux, mais Catherine était restée un peu plus longtemps à la demande de son patron. Il y a un homme candide, c'est comment qu'elle le décrit, candide et assez gentil, qui commence à lui jaser. Puis à un moment donné, il dit tout bonnement que c'est lui qui a écrit les lettres de menace. OK. En entendant ça, elle capote, mais elle garde son calme et elle continue à y parler pendant genre une vingtaine de minutes. Il est assez incohérent. Il dit qu'il n'en voulait pas vraiment au pape, mais qu'il y avait une mission à accomplir. Il raconte aussi que c'était sa fête hier, puis qu'il a eu 65 ans. Catherine, elle sort du sac une des nombreuses lettres qui ont été reçues par les journalistes, puis elle dit c'est vous qui avez écrit ça? Puis il dit ah oui, vous avez reçu ma lettre. C'est moi qui l'ai écrit. OK. Fait que Genre, tout bonnement de même. Ouais, tout bonnement. OK. Fait que dès qu'il part, elle va voir les policiers tout de suite. Puis Ben quand oui. le gars, là, hein. Fait que les policiers lui montrent le portrait robot de l'homme suspect qui avait été vu pendant la journée. Puis elle dit oui, c'est comme ça, il ressemble vraiment. Fait qu'il est genre arrêté direct. OK. Donc, je te parle
de cet homme. Ouais, c'est qui? C'est Thomas Brigham, un Américain de 65 ans. C'était un genre d'illuminé qui voyageait à travers l'Amérique du Nord pour répandre ses croyances très confuses. Il passait d'une ville à l'autre, vivant de l'aide sociale américaine, puis il chialait contre le gouvernement et contre l'Église. Il était... il était natif de Rochester, dans l'État de New York. Il était père de 11 enfants. Et un de ses fils est devenu prêtre, ce que je trouve ironique. Il a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale et son avion s'était écrasé, puis il avait été capturé par l'ennemi, par les Allemands, puis il avait été amené dans un camp de concentration. Il a du vécu, pareil. Ouais, il a vraiment du vécu. Fait que c'est comme un épisode qui l'a évidemment marqué à tout jamais, puis sa santé mentale n'a jamais été la même après ça. On peut le comprendre. PTSD. Ouais. PTSD qui n'existait pas à l'époque, là, non. qui ne savait pas c'était quoi. Il avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique après la guerre. Et au moment de l'attentat, il restait à Montréal depuis environ le mois d'avril. Donc, là, on est en septembre. Ça faisait pas longtemps qu'il était à Montréal. Là, il se baladait partout en Amérique du Nord. Donc, c'est ça. Il restait à Montréal depuis avril, dans une maison de chambre près de la gare. OK. Brigham, il aurait envoyé une 50aine de ces messages confus dans les 2 dernières années. C'est beaucoup. Beaucoup. Il envoyait ça à des médias, à des hommes d'affaires, à des organismes. Puis c'était toujours des messages incohérents contre le capitalisme, l'Église. Puis là, plus récemment, contre le pape. C'était son nouvel ennemi, c'était le pape. Personne ne le prenait au sérieux. Genre, son nom était connu du FBI et de la GRC, mais il avait comme jamais été arrêté. OK. Quand il est interrogé par la police, il avoue tout de suite qu'il est l'auteur des lettres, puis qu'il a été dans les parages le matin de l'attentat. Mais il nie catégoriquement d'avoir posé la bombe. Une fois arrêté, il est vraiment heureux d'avoir enfin de l'attention qu'il voulait. Tu sais, comme il est tout souriant devant les journalistes. Là, il est comme... Oh, God. Lui, ça fait 2 ans là, qu'il envoie des lettres à tout le monde. Il est comme, écoutez-moi. Je veux de l'attention. Bon. Ah oui, c'est ça. Juste comme cette semaine-là, là, en fait, le lendemain, il y a quand même une crainte d'attentat à la bombe qui est vraiment présente, là, malgré son arrestation. Le lendemain, le 4 septembre, il y a un homme à l'accent français qui place un appel pour dire qu'une bombe va exploser à la gare centrale. D'accord. Tout le monde prend ça bien au sérieux. La gare est évacuée, les policiers fouillent, ils trouvent un colis suspect. Ils finissent par l'ouvrir et constater que le colis contient un sandwich au salami et au fromage. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bref, c'est le... Un colis suspect. Une boîte à lunch? Ouais, genre... Bref, c'est vraiment le festival des faux appels à la bombe dans les jours qui suivent, à l'aéroport Montréal-Trudeau, à la gare d'autobus, en dessous du pont de l'île aux Tourtes, comme... Ça arrête pas. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui ont vraiment rien à faire, à part faire chier tout le monde. Mm-hmm. OK, je t'amène au procès de Thomas Brigham. Alors, l'année suivante, en 1985, Brigham y est jugé. Il est accusé de meurtre au premier degré de Michel, Éric et Florence. Son avocat, Maître Poupard, décide de ne pas jouer la carte de la non-responsabilité criminelle, qui s'appelait à l'époque aliénation mentale. Dans les articles de journaux que je lisais, c'était aliénation. ça. Ouais. Mettons que non-responsabilité criminelle, ça sonne mieux. Moi, je trouve ça quand même surprenant qu'il ait pas décidé, qu'il ait décidé de pas faire ça, en fait. Parce que, tu sais, c'était clairement un petit monsieur confus, là, tu sais, qui avait des faux ennemis, puis, tu sais, apparemment, des fois, il se prenait pour Jésus-Christ, puis qu'il disait qu'il communiquait avec l'au-delà. Bon. Mais bon, l'avocat, il décide plutôt de jouer la carte du doute raisonnable. OK. Entre autres, parce que il y a aucune preuve directe qui montre que c'est Brigham qui a posé la bombe. Mm-hmm. Il n'a jamais écrit le mot « bombe » dans ses lettres, mais il y a quand même des lettres, ça disait quand même que ça allait exploser, brasser le matin du 3 septembre. Et ça, c'est un bon point, je trouve. Les policiers n'ont jamais trouvé des traces d'explosifs chez lui. Ça, j'avoue que c'est étonnant, parce que... Mais il peut la fabriquer n'importe où, la bombe. Ben, c'est ça, peut-être qu'il l'a fabriqué ailleurs. Mais c'est sûr que, s'il l'a fabriqué, parce qu'il avait pas l'air... 100% là. Fait que, tu sais, qu'il a comme pas réussi à trouver
des traces, c'est quand même Ouais. étonnant, tu sais. C'est pas l'air de quelqu'un qui nettoie bien ses arrières, là, tu sais. Quand le coroner vient lui parler, oui, Thomas Brigham, il dit que le coroner représente les ténèbres et lui, la force cosmique. Mhm. Et il dit, je cite, traduction, mais bientôt, le bras de la force s'abattra sur les ténèbres que vous représentez, sur la police et la ville de Montréal tout entière. Une ville sans âme, sale, remplie de prostituées. Tout le monde est contre la force, mais nous vaincrons au dernier moment. Fait que... Essaie de faire une révolution, genre, l'ancienne... Ouais. Fait que, tu sais, s'il était pas certain d'avoir le public contre lui, ben là, c'est fait, il vient de blaster la ville au complet. Ouais, c'est ça. Le côté de la couronne présente une vingtaine de témoins. Entre autres, 2 témoins qui l'ont vu une vingtaine de minutes avant l'explosion. Puis Brigham, il avait accepté de leur faire du change pour un billet de $2. Dans le temps où Les billets, ouais. c'était des billets de $2. Pour qu'ils puissent utiliser les casiers et déposer leurs bagages. Par contre, Brigham avait l'air vraiment nerveux, puis il tremblait. Puis il est parti dès que l'interaction s'est terminée. OK. La propriétaire du logement qu'occupe Brigham est aussi appelée comme témoin. Brigham lui aurait confié qu'il était dans les toilettes au moment de l'explosion. Fait qu'il était là. Il était là. Puis il savait comme à quel moment se tasser puis se mettre dans les toilettes, tu sais. Elle l'a vu partir ce matin-là, puis quand il est revenu vers midi, elle lui a demandé s'il était au courant de l'explosion. Il a dit oui, puis il a fait un gros sourire, puis il est monté à sa chambre. OK. Il se cache pas, là. Non. Un peu, mais pas tant. Un autre témoin, une Américaine qui était en visite au Québec, elle a croisé Brigham dans un train de Montréal vers Québec, quelques jours avant. Elle témoigne qu'il était assis à côté de lui, d'elle dans le train, puis il a dit « Si vous entendez parler d'une explosion, vous saurez que c'est moi. » Puis il est sorti du train. Fait que là, elle capote, elle raconte ça à son mari, genre « Hey, le dos d'à côté de moi, il vient de dire ça. » Mais son mari, il a dit « Ah, de rien faire. » Fait que finalement, ils n'ont pas rapporté ça. Mais là, quand ils ont entendu parler de l'explosion nouvelle, ben là, ils ont tout de suite contacté le FBI. J'espère. Il y a aussi un employé l'employé de Via Rail qui a reçu la lettre de menace le 28 août. Et il a aussi identifié Brigham comme étant celui qui a donné la lettre. Donc, les témoins s'accumulent, s'accumulent. Ouais. Il y a plusieurs témoins qui l'ont vu à la gare ce matin-là. Ils ont aussi trouvé des billets de train dans sa chambre qui montrent qu'il avait comme acheté... Ah oui, non, c'est ça. Il avait fait le même périple que l'itinéraire prévu du pape. À l'avance, tu sais. Comme, ouais. Il avait tout fait le chemin que le pape allait faire. Oh! Qui est quand même louche. C'est pas une coïncidence, on s'entend, là? Avant de passer à la délibération du jury, le juge Mackay prend le temps d'expliquer aux jurés qu'ils ont aussi l'option de l'acquitter pour non-responsabilité criminelle, en plus de coupable ou non coupable. Le 4 mai 1985, il est trouvé... Qu'est-ce que tu penses? Coupable. Oui. 100%. Aucun doute. Il est trouvé coupable du meurtre au premier degré d'Éric, Michel et Florence. Et il est condamné à la prison à vie. Mais ça finit pas là. Non. Son avocat fait appel à la décision. Pourquoi? Il décide de plaigner l'aliénation mentale, finalement? En fait, là, les raisons, c'est en 1988, puis l'appel est entendu et un deuxième procès est accordé. Pourquoi? Et, les raisons, c'était une sélection illégale du jury, mais j'ai vu ça dans l'article, mais j'ai pas vu pourquoi. Aucune idée. Puis ça dit aussi, ainsi que des erreurs et des omissions du juge lors de son adresse au jury. Que genre, ses explications, c'était comme pas assez clair. Je sais pas. Donc, en 1989, il y a un deuxième procès qui a lieu. L'avocat de la défense, cette fois, c'est Michael Kastner. Et ça se déroule pas mal comme le premier procès, puis il est encore une fois trouvé coupable. No shit. À la fin du procès, il prend le temps de remercier le juge pour sa gentillesse et il dit au jury qu'il ne leur en veut pas. Il parle aussi d'une prophétie du royaume du Christ qui aura lieu en 2001. Donc, on a 12 ans pour se préparer. Okay. Là, le juge l'interrompt gentiment et lui demande de se rasseoir parce qu'il aurait pu continuer comme ça longtemps.
Et le juge lui donne la même sentence que la première fois, donc prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Pas fini! Ben oui, hein. La décision est encore portée en appel. Puis l'appel C'est est quoi la- encore entendu. Ben oui. Les raisons, c'est critique envers l'avocat de la défense, Michael Kastner, que selon la cour, Brigham n'aurait pas eu le droit à un procès juste parce que son avocat ne l'avait pas laissé témoigner pour sa défense. Ouais. Mais ça arrive tellement souvent, c'est en Mm. plus que les avocats ne veulent pas qu'ils témoignent pour pas avoir de contre-interrogatoire. C'est tellement une Ouais, stratégie c'est ça. connue. Ouais. Donc, en décembre 92, un troisième procès est ordonné. Encore. Mais là, coup de théâtre. Non. Le 14 février 1993, Thomas Brigham, 73 ans, meurt d'une crise cardiaque. Oh! Il ne subira jamais son troisième procès. J'étais comme curieuse de savoir s'il allait être coupable encore. Et il a été détenu 9 ans à Pinel pendant Ok. ce temps-là. Mais, Ah, Pinel, OK. ouais. Mais on n'aura jamais le jugement final. Final, ouais. Les psychiatres de... Hey, coupable, là, ben, comment? les psychiatres de Pinel, ils disent qu'il souffrait de paranoïa puis que c'est depuis qu'il avait été emprisonné par les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale qu'il entendait des voix cosmiques. Son avocat prévu pour le troisième procès, c'était Jay Rumanek, qui a dit depuis longtemps, j'avais de doutes sérieux sur sa culpabilité. Quand ça fait 30 ans que vous pratiquez le droit criminel, vous savez reconnaître les menteurs. Thomas Brigham n'était pas un menteur. Il disait avec beaucoup de conviction qu'il n'était pas coupable. Si c'est lui qui l'a fait, c'est qu'il ne le savait pas. Mais un jour, un psychiatre de Pinel m'a appelé pour me dire « Nous autres, à Pinel, on n'est pas capable de croire qu'il a fait ça. » Ah, ouais. Moi, je pense que ce que dit l'avocat, c'est vrai. Que c'était pas un menteur. Donc, moi, je pense que c'est lui, mais qui était convaincu que c'est pas lui. OK. Je pense que c'est ça. Genre que c'est une force divine à travers lui. Ouais. OK. Puis qu'à ce moment-là, il était... Genre une sorte de schizophrénie. Ouais. PTSD. Ouais. Puis qui est comme pas capable de... Il a juste coupé ça de sa tête que genre que c'est lui qui a posé la bombe, tu sais. Je sais pas comment ça a marché dans sa tête, là. Ouais. Mais... Ouais, moi, je pense que c'est ça. Parce que c'est vrai, c'est Ça comme aurait du sens. il avouait comme tout le reste avec tellement de candeur puis de, tu sais, de naïveté. Mais ça, il était comme non, c'est pas moi, tu sais. OK. Ça a du sens. Ouais, J'adhère à ta théorie. thanks. Voilà. Fait que c'était l'attentat de la gare centrale de Montréal qui est vraiment un événement oublié. Moi, je savais pas qu'il y avait eu J'ai un jamais attentat à la entendu. bombe à la Moi non gare plus. de train de Montréal. Puis c'est l'attentat à la bombe le plus meurtrier de l'histoire de la ville de Montréal. Avec 3 meurtres? Ouais. OK. Puis aujourd'hui, sur les murs de la gare centrale, il y a des plaques de bronze qui rappellent la mémoire des dirigeants du Canadien national, disparus il y a un siècle, mais il n'y a aucune mention des 3 victimes tuées en 1984. C'est pas mis nulle part. Il n'y a aucune commémoration de ça. C'est vraiment triste. Parce qu'ils sont pas Canadiens, genre? Oui, C'est comme quoi, c'est c'est chiant, ridicule, genre, parce que ouais. c'est des Français, on le commémore pas. Genre, je sais pas. Je comprends pas. Pourquoi? Hein? Ouais. OK. Fait que c'est ça. C'est comme l'article genre de la presse, c'était genre l'attentat oublié ou genre de quoi de même. Tu sais, c'est comme, c'est vrai que c'est... On l'a juste vraiment Jamais entendu parler. enlevé de la mémoire collective. Genre, c'est comme... Personne s'en rappelle de ça. OK. Sauf les personnes qui Ben, étaient merci. qui ont vécu l'attentat puis qui ont des Oui, cauchemars encore 100%. aujourd'hui. Là. Genre, Merci de nous l'avoir raconté. ça fait plaisir. Wow. OK. Voilà. Alors, merci Binkou d'avoir été à l'écoute encore. Fait que peut-être prochain enregistrement, ça se peut que Mel soit plus enceinte, on sait pas. Ah, ouais. On sait pas. Ça dépend Je si on m'en a ai- le temps d'enregistrer avant que t'accouches ou pas. À suivre. À suivre. À suivre. On va voir. Hein, Pierrot? Alors, merci Binkou. À la semaine prochaine. Oui, j'allais dire la semaine prochaine, mais je vais me faire... Bye! Bye.